Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique, émission spéciale consacrée cette semaine à la gestion de la crise du coronavirus outre-Atlantique. Le Covid-19 poursuit sa rapide et inquiétante progression aux États-Unis, pays déjà le plus endeuillé de la planète avec plus de 128 000 morts. Il abrite désormais un quart des malades dans le monde. Le constat est alarmant car l'épidémie s'accélère même. La semaine dernière, un record de 53 000 nouvelles contaminations ont été enregistrées en seulement 24 heures. État des lieux pour commencer tout de suite avec Laure Manin. Le premier cas officiel de Covid-19 est enregistré le 20 janvier aux États-Unis. Il s'agit d'un résident de l'État de Washington, de retour de Wuhan, l'épicentre chinois de l'épidémie. C'est dans ce même État, à Seattle, que le premier décès a lieu à la fin février, alors que le pays recense 88 malades. Un mois plus tard, le virus est présent dans les 50 États américains. Tous adoptent des mesures de confinement, alors que le pays compte plus de cas que n'importe quel autre, 140 000 malades et plus de 1000 décès. En avril, l'État de New York devient l'épicentre de la maladie avec 160 000 cas. La ville de New York enregistre à elle seule plus de 16 000 décès. Fin mai, les États-Unis comptent 1 600 000 cas et plus de 100 000 morts. Le virus profite du déconfinement dans plusieurs États, en particulier ceux du Sud. L'épidémie y prend ses aises alors qu'elle diminue à New York. Pas d'amélioration en juillet, la courbe de contagion continue sa progression alors qu'elle s'infléchit dans les pays où les confinements ont été plus stricts. Désormais, les États-Unis battent des records de contamination presque quotidiennement, avec 250 000 nouveaux cas, rien que pour les 5 premiers jours de juillet. Dans le cadre de cette pandémie mondiale, le port du masque s'est révélé l'un des leviers les plus efficaces pour freiner les contaminations. Sauf que cet outil indispensable pour certains n'a pas vraiment reçu bon accueil outre-Atlantique, tout comme les gestes barrières, au point que, regardez un peu, Facebook a décidé de s'en mêler en menant une campagne de sensibilisation à l'intention de ses internautes en plaçant cette fameuse petite alerte en haut des pages de Facebook et d'Instagram. Pour nous aider à aller un peu plus loin et nous accompagner sur ce plateau, Douglas Herbert nous a rejoint. Bonjour Doug. Bonjour. C'est vrai qu'il y a une vraie philosophie anti-masque, anti-distanciation sociale aussi outre-Atlantique. Pourquoi au juste ? C'est une guerre culturelle qui reprend de plus belle aux États-Unis, une guerre entre opposants et partisans de Donald Trump, un président qui, avec rare exception, refuse de mettre un masque, de porter un masque. Ce qui est intéressant, les non-porteurs de masques, ils se méfient du gouvernement fédéral américain. Ils pensent qu'ils n'acceptent pas que le gouvernement leur dise quoi faire. Pour eux, c'est empiéter sur leur liberté individuelle qui est vraiment au cœur des valeurs fondatrices des États-Unis. Et gare à ceux ou à celles qui essaient de leur dicter la loi en leur, par exemple, refusant l'entrée dans un magasin. Il y a eu un agent de sécurité, un vigile dans un supermarché dans l'État de Michigan qui a été abattu, tué, parce qu'il a demandé à un client de porter un masque avant d'entrer dans le magasin. Il y a également des magasins qui ont affiché des pancartes à l'entrée en disant que si vous portez un masque, vous n'êtes pas le bienvenu, les bienvenus dans ce magasin. Alors c'est vraiment une culture, une philosophie qui est vraiment tranchée, qui est profonde. Et c'est très difficile de se battre contre. Même les scientifiques ont beaucoup de mal parce que pour eux, les scientifiques, c'est du fake news. Alors, deux camps, effectivement, qui réellement s'opposent, ça peut aller très loin, vous venez de le rappeler. C'est vrai que depuis le début de cette crise, on a aussi entendu des prises de position totalement contradictoires. C'est difficile de s'y retrouver. Parfois même à l'intérieur d'un même État, on entend des choses totalement différentes. Ça fait partie des explications, ça aussi, la gestion de cette crise en ordre dispersé. En ordre dispersé, oui, il y a un système décentralisé politique aux États-Unis. C'est vrai, les États peuvent faire chacun à son guise, mais cela dit, il y a eu une absence de coopération et de coordination totale entre la Maison-Blanche, l'administration de Donald Trump, et les États, les gouverneurs et même les localités, les comtés et les villes dans chaque État. Et c'est également des luttes internes politiciennes entre des gouverneurs, disons, républicains d'un État, tel Texas, Greg Abbott, et des maires peut-être démocrates dans des villes démocrates qui ne veulent pas respecter des ordres qu'ils pensent vont menacer la santé publique, vont poser
un danger, un risque à la santé publique. Alors, il y a malgré tout des Américains qui ont adopté ces restrictions, et notamment le fameux masque. Oui. Joe Biden en fait partie et c'est même carrément devenu pour lui un argument de campagne. Absolument, c'est un argument de campagne qui est devenu une stratégie de campagne. Il fait exactement le contraire de tout ce que fait Trump. Si Trump ne porte pas de masque, Joe Biden va absolument s'afficher un peu partout dans chaque lieu public où il se trouve un masque. Première apparition depuis 2 mois de confinement, il s'est montré en masque noir et depuis ce temps-là, il change toujours de masque. C'est Monsieur Masque tout le temps et c'est un message de responsabilité. Si je suis votre président, je vais vous protéger, je vais protéger les États-Unis et je vais juste vous dire en terminant qu'il y a un tweet. Il y a un républicain, ça veut dire que même les républicains, tous les républicains ne sont pas sur la même longueur d'onde. Il y a la fille de l'ancien vice-président de George W. Bush, Dick Cheney, elle s'appelle Liz Cheney, elle a tweeté une photo de son père portant un masque. Vous le voyez là, il porte un masque avec, avec le hashtag Real Men Wear Masks. Les vrais hommes portent des masques. Voilà, et ça c'est un argument de virilité, c'est ce que vous êtes en train de nous dire aussi. Merci beaucoup Douglas Herberg pour l'éclairage. On comprend un peu mieux cette société américaine et ses comportements, ses choix aussi parfois contradictoires. Porter ce masque outre-Atlantique, vous l'aurez compris, s'apparente presque maintenant à une prise de position politique. Sur ce point, chacun a ses réponses. Donald Trump, qui fait toujours mine d'ignorer la gravité de la crise, est reparti, lui, fin juin, sur les routes de campagne après 3 mois de pause. Il tient de nouveaux meetings, même si la foule n'est pas vraiment au rendez-vous. Tout l'inverse des démocrates qui refusent toute idée de rassemblement politique. Mathieu Mabin et Fanny Allard sont allés enquêter pour nous à Baltimore. Voyez tout de suite leur reportage. En 2019, Donald Trump avait qualifié Baltimore d'endroit dégoûtant et infesté de rats. Depuis, Benjamin Fleury s'est fixé pour objectif de défaire le président républicain en 2020. Mais avec la pandémie, la campagne présidentielle s'annonce presque totalement virtuelle. La possibilité de faire du porte-à-porte n'existe plus. Et puis même si la situation s'arrangeait, les gens ne seraient pas à l'aise. Alors les jeunes militants ne renoncent à aucun moyen pour approcher les futurs électeurs. On doit cibler les plus jeunes, et plutôt les moins de 28 ans. On doit essayer de leur téléphoner, de leur envoyer des emails, des SMS, et même essayer de les trouver sur Facebook en les ajoutant comme amis. Côté républicain, pas question de renoncer au traditionnel meeting. Ici, à Tulsa, Donald Trump pensait faire salle comble pour son premier rassemblement depuis le début de la pandémie, mais c'était compté sans l'ingéniosité d'adolescents opposés aux républicains. Sur l'application TikTok, ils s'organisent et décident de réserver des places qu'ils n'occuperont pas. Les gradins sont clairsemés. Une nouvelle forme de contre-campagne. Mais pour cet analyste, les réseaux sociaux ont aujourd'hui plus que jamais leur place en politique. Facebook, il y a tous les gens qui votent, c'est-à-dire tout le monde qui a entre 30 et 75-70 ans. Facebook a cette technologie qui nous permet de trouver des publicités faites pour ces électeurs dans cet état-ci, dans cette ville-là, et les envoyer directement aux yeux de ces électeurs. Repenser la stratégie numérique du Parti démocrate au temps du Covid-19, c'est le travail de Jim Rosapépé. Ce sénateur proche de Joe Biden est convaincu que l'annulation des meetings peut se transformer en avantage pour son candidat. La majorité des gens n'auraient de toute façon jamais rencontré Joe Biden de leur vie. D'une certaine manière, il devient plus facile pour des citoyens éparpillés à travers le pays d'entrer en communication étroite avec lui. Avec l'aggravation de la crise sanitaire aux États-Unis, Joe Biden a d'ailleurs annoncé qu'il ne tiendrait aucun meeting public jusqu'à l'élection, le 3 novembre prochain. Et sur le terrain maintenant, de nombreux élus désormais tirent la sonnette d'alarme sur la situation des hôpitaux. Voyez un peu ces images qui nous parviennent d'un hôpital du Texas où l'on commence sérieusement à se sentir à l'étroit. L'image parle d'elle-même. Dans un pays où 28 millions d'Américains n'ont pas les moyens de se payer une couverture santé, eh bien la prise en charge des malades fait partie des grandes questions qui se posent. La situation est telle que Donald Trump a annoncé la prise en charge, cette fois des factures, parfois, vous allez le voir, exorbitantes. Explication de Noémie Roche. Plus d'1 million de dollars, c'est la facture record de la pandémie envoyée à Michael Floor, hospitalisé pendant 62 jours à cause du coronavirus. Je m'attendais à cette somme, mais la voir sur le papier, c'était un peu intimidant.
Quand je me suis réveillé à l'hôpital, après 5 semaines dans le coma, j'ai réalisé depuis combien de temps j'étais là-bas et combien ça allait coûter. J'ai dit à ma femme qu'elle devait me sortir de là parce que j'avais juste peur de faire faillite. Se ruiner pour payer ses frais de santé, un risque réel pour les Américains, y compris pour ceux qui possèdent une assurance de santé comme Michael Floor. Car les compagnies sont loin de couvrir tous les frais. Devant l'urgence sanitaire, la Maison-Blanche a exigé fin mars que ces compagnies d'assurance privées prennent en charge le coût des tests et des traitements. Mais le système est si opaque que les factures continuent d'arriver. Andrew Sansini est ingénieur informatique. Son assurance a payé seulement la moitié de ses frais d'hôpital. Ils m'ont dit que certains examens sur la facture étaient à ma charge, que c'était à moi de les payer, et que d'autres, de manière inexplicable, sont couverts par l'assurance, alors qu'en fait toute la facture est liée au Covid-19. Pour Andrew, comme pour les millions d'assurés, il reste une solution. Négocier avec son assurance, les Américains y sont habitués. Mais aux États-Unis, 28 millions de personnes n'ont aucune assurance santé. Comment alors peuvent-elles se soigner pendant la pandémie ? Le 3 avril dernier, Donald Trump avait débloqué 30 milliards de dollars pour les Américains sans assurance. Je peux fièrement annoncer que les hôpitaux qui soigneront les patients non assurés atteints du coronavirus seront remboursés. Mais la réalité n'est pas si simple. Donald Hutto n'a pas d'assurance santé. L'hôpital qui a réalisé son test de coronavirus a refusé l'argent de l'État et a préféré lui envoyer la facture, 1 990 $. Ces factures vont dissuader beaucoup de gens de se soigner, et notamment les plus fragiles, comme nous, les gens de couleur. En fait, beaucoup d'hôpitaux choisissent de ne pas prendre l'argent du gouvernement. Le programme fonctionne sur la base du volontariat et certains hôpitaux n'ont pas confiance. Il y a des craintes que les fonds débloqués ne soient pas suffisants. Il y a environ 28 millions de personnes sans assurance et ce nombre va très certainement augmenter. Et donc, les hôpitaux ont peur que l'enveloppe du gouvernement soit insuffisante face aux besoins. Les Américains sans assurance pourraient donc choisir de ne pas se soigner. Des voix s'élèvent aujourd'hui aux États-Unis pour réformer un système de santé basé sur le profit et inadapté aux enjeux de santé publique. Et c'est ainsi que s'achève ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous très vite pour un prochain numéro.